Amis téléspectateurs, honneur, nous continuons le voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Et ce soir, nous avons avec nous à bord Darline Côtière et Hugues Saint-Fort, des enfants du pays qui nous reviennent de loin. L'intelligentsia haïtienne que l'on exile et qui revient pour Livre en folie. Hugues Saint-Fort et Darline Côtière sont des linguistes et nous sommes heureux de leur souhaiter la bienvenue à Port-au-Prince. Merci. Merci. Honneur. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que d'être un linguiste? Bon, être linguiste, c'est travailler sur la langue, étudier des phénomènes qui sont en rapport avec la langue, avec la société aussi. Donc, étudier des mécanismes d'acquisition d'une langue, étudier aussi comment les hommes interagissent, comment les hommes utilisent la langue dans la sphère sociale, et c'est comprendre aussi un ensemble de mécanismes concernant par exemple l'enseignement des langues. Donc la linguistique, c'est une science mère qui peut être au service d'autres disciplines comme la sociologie, comme la psychologie. Donc il y a vraiment une interrelation entre la linguistique et d'autres champs disciplinaires. Oui, bon, je voudrais ajouter à ce que vient de dire ma collègue Darline, que bon, je suis tout à fait d'accord, la linguistique, c'est le linguiste, c'est le spécialiste qui s'occupe du langage et des langues. Le langage humain, c'est une faculté universelle. L'être humain est doué de la capacité d'acquérir une langue, la langue qui est parlée dans son environnement social. Et cette faculté, elle existe chez tous les êtres humains. Et les langues, c'est la manière, c'est l'outil principal de communication des êtres humains. Nous, linguistes, quand nous étudions comment les êtres humains acquièrent une langue, comment les langues se manifestent dans le milieu social, quels sont les rapports, et ça c'est extrêmement important, les rapports entre la société et la langue. Nous décrivons également comment les langues fonctionnent, ça c'est extrêmement important, et pour bien réguler les langues de la société, et c'est justement l'un des buts du livre collectif que mes collègues et moi nous avons mis sur pied, voir comment, dans une société comme la société haïtienne, nous Haïtiens, devons pratiquer une régulation des langues dans le milieu. Les deux langues qui sont en usage dans la société haïtienne, le français et le créole, nous essayons d'apporter notre point de vue sur comment l'État haïtien doit procéder à cette régulation. Justement, vous nous proposez à Livre en folie l'aménagement linguistique en Haïti, enjeux, défis et propositions. C'est un livre collectif par Robert Berouet-Auriol, Darline Côtière, Robert Fournier et Hugues Saint-Fort. Ce livre-là a été réédité en Haïti par les éditions de l'Université d'État. Et je vois que le livre, il est aussi beau dans la forme que dans le fond. Voilà un travail haïtien qui est remarquable. Absolument. Le livre est impeccable. Alors justement, j'en profite pour remercier les éditions de l'UEH et plus particulièrement Erard Jadot qui a pu vraiment travailler sur cette édition haïtienne parce que la première édition, en fait, le livre a été publié au Canada dans un premier temps par les éditions Sidica et là maintenant c'est une grande satisfaction pour nous de le voir publié aux éditions de l'UEH. Comme ça, ce n'est pas un travail universitaire qui va rester disponible surtout au niveau, un pays étranger, mais là vraiment le but au fait est atteint parce que nous on avait visé une diffusion au niveau haïtien. Donc grâce aux éditions de l'UEH, on a pu atteindre cet objectif. D'autant plus que c'est un livre qui s'adresse non pas seulement aux intellectuels, mais à tous ceux-là qui sont intéressés par le créole
et le français, l'éducation en créole et en français, le civisme aussi. Car votre livre publie l'intégralité de la version créole officielle de la Constitution de la République d'Haïti 1987, paru dans le journal officiel Le Moniteur. Et je dois vous dire que ça tombe dans le momentum parce qu'on parle beaucoup de l'amendement de la Constitution et nombreux sont ceux-là qui ignorent que nous avons une Constitution écrite en créole. On parle de la Constitution écrite en français et celle écrite en créole semble être lettre morte, alors que nous sommes à 100% créolophones. Et dans votre ouvrage, vous dites que c'est la première fois que la promulgation de la Constitution de 1987 est abordée par des linguistes de front. Donc là, vous ne faites pas de quartier. L'épineuse problématique linguistique haïtienne de manière innovante et propose des pistes consensuelles de solutions aux problèmes analysés. Vous parlez de problèmes. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes en Haïti. D'ailleurs, je disais tantôt que nos plus grands problèmes nous ramènent les enfants du terroir. Et c'est une douleur exquise que de vous voir ici et de vous entendre parler des problèmes. Mais de quels problèmes parlons-nous? Vous touchez à quoi? Alors déjà, je dois préciser que c'est un livre qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour des scientifiques, pour des linguistes ou encore des personnes qui sont averties, qui sont vraiment... qui travaillent dans un domaine, dans le domaine universitaire par exemple. C'est vrai qu'on se base sur des études scientifiques pour proposer dans un premier temps une radiographie du système de la problématique haïtienne, on va dire, la problématique linguistique haïtienne, et nous proposons aussi un ensemble de solutions. Mais c'est pas uniquement cela. C'est pas uniquement cela parce que non seulement on a décortiqué le problème linguistique haïtien, donc le problème par exemple de la coexistence des deux langues officielles, à savoir le créole et le français, mais nous avons aussi ciblé des domaines bien particuliers pour proposer des solutions. Par exemple, c'est le cas pour la didactique des langues, donc la didactique, l'enseignement-apprentissage du français. Et c'est aussi le cas pour l'utilisation du créole dans différents champs disciplinaires. Parce que le problème, la question qui revient à chaque fois, c'est oui, bon d'accord, le créole fait partie de notre patrimoine linguistique, le créole est une langue officielle, mais le créole est quand même limité. Le créole, on ne peut pas l'utiliser par exemple dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la philosophie. Alors justement, c'est l'un des objectifs de l'aménagement linguistique, c'est de faire des interventions sur une langue. Parce et quelles sont vos suggestions pour le créole? Une langue, ça évolue, mais au bout d'un certain moment, il faut quand même des actions concrètes, il faut des interventions sur la langue. C'est le cas, par exemple, pour l'orthographe d'une langue. Donc ça, c'est du ressort de spécialistes, de linguistes. Ça a été le cas pour le créole haïtien à un certain moment. Donc c'est une créole qui a beaucoup évolué. Donc d'ailleurs, c'est le créole le plus développé parmi tous les créoles français. L'orthographe est fixée, c'est une langue qui est standardisée, mais pour ce qui est de la terminologie dans des champs bien spécifiques, dans des disciplines bien spécifiques, ça c'est du ressort de spécialistes. Donc justement, nous proposons une intervention à ce niveau-là, au niveau de la terminologie. Nous proposons aussi des solutions, déjà des pistes de réflexion, parce que ce ne sont pas des solutions à prendre comme ça. Il faut que ça soit analysé en profondeur par rapport au contexte, par rapport à la situation d'enseignement. Nous proposons des solutions aussi par rapport à l'enseignement des langues, par rapport à l'utilisation du créole et du français dans l'univers scolaire. Mais dites-moi, est-ce que dans ce cas-là, vous suggérez une formation des professeurs? C'est vrai que le problème linguistique haïtien, mon collègue va vous le dire aussi, est très complexe. Le problème se pose à plusieurs niveaux. Donc nous, on a posé le problème par rapport à la langue. Maintenant, il y a d'autres dimensions dans cette problématique.
Il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes qui sont liés à la formation des enseignants, parce qu'on a eu une très grande réforme en Haïti, c'est la réforme Bernard dans les années 80. Donc réforme Bernard qui porte le nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Alors le cadre, si vous voulez, il est posé. Nous avons eu d'autres programmes aussi, par exemple le plan national d'éducation et de formation, le PNEF. Ça aussi, c'est une extension, si vous voulez, de la réforme Bernard. Donc, on a déjà un cadre qui est établi pour l'utilisation des langues dans le système éducatif haïtien, par exemple. Mais, comme vous dites, il y a plein de facteurs à considérer autour. Oui, il n'y a pas que le problème linguistique en tant que tel, mais il y a aussi des problèmes liés à l'application de cette réforme même, la réforme Bernard. Il y a la formation des enseignants, il y a l'absence d'instances qui devraient travailler sur la pédagogie notamment. Par exemple, au tout début de la réforme Bernard, on avait l'Institut pédagogique national, l'IPN, qui malheureusement n'existe plus. Alors, le rôle de l'IPN, c'était de fournir des documents pédagogiques, c'était pour produire des documents adaptés à cette réforme. Alors, de ce côté-là, on a un vide. On a un vide parce qu'on a très peu de matériel didactique adapté aux prescrits de la réforme. Même si cette réforme mériterait aussi d'être réévaluée, parce qu'au bout de plus de 30 ans, il faut quand même qu'on avance par rapport à un certain cadre, un cadre qui était déjà établi. Oui, pour continuer ce que disait ma collègue, il est important, en ce moment où l'on parle de refondation du système éducatif haïtien, il est important, si on veut démarrer sur des bases nouvelles, il est important que l'État haïtien, j'insiste sur ce mot, l'État haïtien, parce que ce n'est pas quelque chose qui relève du privé. C'est l'État haïtien qui doit refondre, rebâtir le système. Et tout doit commencer par là, par un réaménagement du système éducatif. Faire en sorte que nous avons dans les faits deux langues qui fonctionnent officiellement dans la société haïtienne. Et quand je dis officiellement, c'est à tous les niveaux, dans l'éducation, dans l'administration publique, dans l'esprit même des locuteurs. Donc, cela, il faut que l'État haïtien, avec le concours de spécialistes linguistiques, se penche sur la question et mette en place une politique linguistique. Et c'est le but de ce livre, de proposer des pistes de réflexion sur la langue haïtienne. Il y a le chapitre que j'ai écrit moi-même qui parle du nom, de l'appellation, de la dénomination que l'on doit donner à cette langue. Pour tout Haïtien né et élevé en Haïti, nous savons que cette langue s'appelle le créole. Or, depuis quelque temps, il y a des personnes qui veulent que l'on change le nom de cette langue, qu'on appelle l'haïtien. Pour certains, ça fait joli, mais ça pose des problèmes idéologiques. Absolument. Des problèmes vraiment fondamentaux. Darline a écrit un texte sur la didactique des rapports entre le français et le créole, qui est extrêmement important. Il est inadmissible que l'on continue à enseigner le français en Haïti sur la base du français comme langue maternelle des Haïtiens. Ça, c'est incompétent, ce n'est pas pédagogique. Il y a des rapports, après des siècles, qui se sont installés entre le créole et le français. Et il est temps que l'on tienne compte de ces rapports entre le créole et le français. Donc, c'est sur tous ces points que notre livre insiste. Et il est important qu'un gouvernement haïtien responsable sur le plan éducatif prenne connaissance avec les chercheurs, avec les spécialistes, avec les linguistes pour mettre sur pied une réponse, pour proposer une réponse à ces problèmes. Mais est-ce que votre ouvrage, vous l'avez envoyé au ministère de l'Éducation nationale? Non?
Non, pas encore, mais on attendait l'édition haïtienne qui vient de sortir d'ailleurs. Donc voilà. Il faudrait aussi des conférences autour de ça. Parce qu'il faut rendre la chose publique, car c'est une affaire citoyenne. Tout à fait. Elle ne peut pas s'arrêter au niveau du gouvernement ou de l'État. Oui. Car je peux être inculte et vouloir que mes enfants soient bien éduqués. Et dans ce cas, j'ai ma petite jugeote qui me dit, bon, voilà qu'on me parle de quelque chose de valable, et je peux à ce moment-là faire valoir mes droits et dire voilà ce que je voudrais. Absolument. Et je pense que Carl Darlene et moi, on en a parlé tantôt, j'ai remarqué depuis des années que nous vivions dans une société où les gens disaient je ne veux pas, m'pavler, et on ne pense jamais à dire mais ça me plaît, je veux. Donc il est temps que nous arrivions au stade de vouloir et de savoir que nous avons aussi des droits. Absolument, absolument. Et les droits linguistiques, ça fait partie des droits humains. Quand on viole la possibilité pour un peuple de s'exprimer dans sa langue quotidienne, dans sa langue maternelle, c'est vraiment un abus. Et nous ne pouvons plus continuer ainsi. Donc justement, le problème du droit linguistique que nous défendons dans cet ouvrage se pose à double niveau. Donc par rapport au créole, donc c'est faciliter, permettre aux gens de s'exprimer dans leur langue maternelle. Parce que nous avons deux langues officielles en Haïti. Donc les deux langues, le français et le créole, font partie de notre patrimoine linguistique et culturel. Il y a des gens qui disent oui, mais avec l'anglais, la percée de l'anglais dans la société haïtienne, est-ce que ça serait pas mieux de laisser tomber le français et d'adopter l'anglais comme langue d'enseignement, etc. Ça, vraiment, je le dis sans passer par des détours, c'est quelque chose qui sera impossible. Donc se débarrasser du français, ça ne sera pas possible parce que c'est ancré dans notre culture, on ne peut pas s'en débarrasser. Maintenant, le problème qui se pose, c'est l'accès à la langue. Parce qu'on voit que dans la société haïtienne, le français est devenu un facteur d'exclusion sociale, malheureusement. Oui. Donc, ça ramène à ce deuxième niveau-là. Donc, c'est faciliter l'accès au français, à la langue française, à beaucoup plus de gens. Par l'éducation, par l'enseignement. Donc, favoriser cet accès-là. Parce que sur la base du droit linguistique, vous avez deux langues dans une société, deux langues officielles, et vous prenez un bilinguisme institutionnel, il faut prendre des mesures pour permettre à tout citoyen d'utiliser ces deux langues-là sur la base du droit linguistique, tout comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, les droits fondamentaux. Donc on peut avoir la scolarisation bilingue. La scolarisation bilingue. Écoutez, je vais prendre un exemple avec vous. Je vais prendre le cas des Seychelles. Pourquoi je parle des Seychelles? C'est parce que la grande réforme qu'on a connue au début des années 80, c'est la même réforme qui a été appliquée aux Seychelles. Parce qu'à cette époque, il y avait des recommandations internationales via des organisations internationales comme l'USAID, l'UNESCO, qui prenaient déjà la scolarisation universelle et la qualité de l'éducation, tout en mettant l'accent sur la langue qui est facteur, qui est outil d'appropriation et de transmission de connaissances. Alors, cette grande réforme a eu lieu aux Seychelles aussi, en même temps qu'Haïti. D'ailleurs, il y a des linguistes, notamment Robert Chaudenson, et le regretté doyen de la faculté linguistique Pierre Vernet, qui ont travaillé ensemble sur les deux programmes, sur les deux réformes, la réforme du système éducatif haïtien et la réforme du système éducatif séchellois, en mettant l'accent bien entendu sur les langues dans les systèmes éducatifs. Alors, pour les Seychelles, la réforme des Seychelles a abouti. Et la méthode qu'on utilise aux Seychelles, moi j'ai été témoin, j'ai pu visiter des salles de classe, j'ai rencontré des enseignants aux Seychelles. Alors, comment ils procèdent? Donc, ils partent de la langue maternelle des enfants. Donc, on commence l'enseignement en créole. Première, deuxième, troisième année. À partir de la troisième année, ils font la transition pour arriver au français. Bien entendu, c'est sur la base de méthodologies adaptées.
C'est pas comme ça qu'on passe du créole au français. Il y a des recherches qui sont faites en amont. Il y a des méthodologies qui sont adaptées aux contextes qui sont utilisés. Donc, il passe au français. Et là, il continue l'enseignement du créole, mais il met beaucoup plus l'accent sur le français. Donc, les élèves développent un ensemble de compétences, de savoir-faire en français. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Ils commencent l'enseignement, apprentissage de l'anglais. Ce qui fait que, au bout de leur scolarité, le petit Seychellois est trilingue. Il parle créole, il parle français et il parle anglais. Et on n'a pas ce rapport de langue dominante, langue dominée, puisque toutes les langues sont utilisées dans l'espace scolaire. Par exemple, il y a des langues qui sont affectées à telle matière. Par exemple, on va dire qu'on enseigne les mathématiques en créole, on enseigne l'histoire en français. Voilà. Ça veut dire que toutes les langues sont utilisées dans le système d'enseignement. On n'utilise pas uniquement le créole comme langue outil pour faciliter la compréhension. Donc, c'est vraiment utilisé de façon équitable, si vous voulez. Et les enfants sont... Au fait, il y a tout un ensemble de dispositifs qui accompagnent aussi ces mesures. Par exemple, si vous allez dans une salle de classe, vous allez avoir un coin créole, vous allez avoir un coin français, un coin anglais, etc. Vous avez, par exemple, des phrases qui sont écrites dans les 3 langues. Donc là, vraiment, mon Dieu, ça fait rêver ce que vous dites là. Oui. Parce que chez nous, je crois que le QI est très élevé. Oui. Sauf que nous n'avons pas le moyen de communication parce qu'il y a une certaine pudeur, une réticence à utiliser le créole. Oui. Le créole amène l'exclusion. Oui, voilà. C'est vrai on a peur. On se dit, on va dire que je suis illettré. Oui, c'est vrai que c'est lié aussi à notre passé parce que le français s'acquiert principalement en Haïti en milieu scolaire. Principalement, je dirais. Ça veut dire pour la majorité des enfants qui vont à l'école, c'est vraiment à l'école que ça s'apprend. Donc, si vous ne valorisez pas dans le même temps la langue maternelle, donc c'est sûr que vous allez avoir des perceptions, des attitudes vraiment négatives concernant le créole. Et pourtant, il y a eu des tas d'études qui ont été menées sur cette question. Depuis 1953, l'UNESCO a sorti une recherche qui montre avec preuve que l'élève n'apprend bien que dans sa langue maternelle. Et que la langue maternelle, bon, la langue vernaculaire, c'est le terme qu'ils ont utilisé à cette époque, c'est la meilleure qui soit pour développer les processus cognitifs de l'enfant. Pour initier l'enfant. Pour initier l'enfant à la réflexion. Et c'est la meilleure qui soit pour apprendre l'enfant à écrire. Donc, il est recommandé de se servir de la langue maternelle. Mais dans le même temps, ils ont dit qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des langues internationales qui sont parlées dans les milieux qui sont concernés. Les milieux d'affaires. Maintenant, on parle japonais. Tout le monde veut parler chinois. Bientôt, le chinois sera peut-être l'une des langues les plus importantes. Ce qui est normal, compte tenu du mouvement, si vous voulez, planétaire, la globalisation, la mondialisation. Par exemple, moi, j'étais très contente de voir, c'était quand jeudi ou vendredi, des étudiants haïtiens qui revenaient de la Jamaïque. C'était dans le cadre d'un programme particulier, un programme de partenariat avec les universités West Indies. Donc, ces jeunes, justement, ont pu apprendre l'anglais là-bas très rapidement et ils sont rentrés. Donc, ils ont fait leur licence, je crois, là-bas dans les universités West Indies. Donc, toutes leurs études, ils ont fait ça en anglais. Donc, ils ont ramené l'anglais dans le pays. Donc, voilà, c'est dans le cadre de la mondialisation, de la globalisation, cet aspect-là, on ne peut pas l'ignorer non plus. C'est pour ça que nous,
on prône le plurilinguisme. Donc, c'est accorder à toutes les langues leur place dans la société. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'Haïtiens qui parlent espagnol, de plus en plus d'Haïtiens qui parlent anglais. Pourquoi ne pas accorder une place à ces langues-là dans cette évolution linguistique? Parce que moi, j'ai constaté que la société haïtienne est en pleine mutation linguistique, est en plein changement linguistique. Il y a 20-30 ans, l'anglais n'était pas aussi présent en Haïti. Pareil pour l'espagnol. Moi, j'étais en France après le tremblement de terre. J'ai vu un ensemble de réactions. J'ai vu un ensemble d'Haïtiens répondre à des questions de journalistes. Et j'étais étonnée de voir comment les Haïtiens parlent anglais et espagnol. Et en plus, ce n'étaient pas forcément des gens qui ont appris l'anglais ou l'espagnol à l'école. Ça veut dire que du point de vue sociolinguistique, il y a quelque chose qui se passe dans la société. Donc, il faut tenir compte de ces changements. Tenir compte de ces changements, justement, c'est revoir l'aménagement linguistique en Haïti. Comment on va faciliter la cohabitation de ces langues, de toutes ces langues de la société? Comment on va garantir ce bilinguisme fonctionnel prôné par tous les décideurs dans le cadre de programmes de réforme, etc. Comment on va faciliter l'accès à toutes ces langues à l'haïtien sur la base du droit linguistique? Parce que si vous êtes dans une dynamique sociale, voire planétaire, on ne peut ne pas tenir compte de ces changements-là dans la société, de cette mutation, de cette évolution linguistique. Donc, bilinguisme fonctionnel, donc faciliter beaucoup plus l'accès au français, donner aussi la possibilité aux gens d'utiliser le créole dans des champs disciplinaires bien spécifiques. J'ai pris l'exemple des mathématiques avec vous, ça peut être autre chose aussi, ça peut être le lexique de la mécanique, par exemple. Et aussi, définir le statut de ces nouvelles langues, à savoir l'anglais et l'espagnol dans la société. Est-ce qu'on va les considérer comme des langues étrangères? Ça aussi, c'est à définir. Et ça, c'est le travail de spécialistes. Mais nous savons qu'après le tremblement de terre, il y a chez nous l'urgence. Oui, bien sûr. Il y a l'urgence pour tout. Nous avons perdu pas mal d'étudiants, beaucoup d'écoliers et autant de professeurs. Alors là, il y a carence. Et il faut faire face à cette carence. Qu'est-ce que vous suggérez dans l'immédiat pour cette urgence? Comment remplir cette trou? Donc déjà, on a commencé à notre niveau. Moi, personnellement, je suis venue assurer un cours à la faculté de linguistique appliquée parce qu'il y a de vrais besoins. Et donc, je sais qu'avec le rectorat et l'agence universitaire de la francophonie, il y a des enseignants qui sont entrés pour assurer des cours. Mais au niveau scolaire, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, ça, c'est surtout du ressort des décideurs, du ressort du ministère de l'Éducation nationale, d'organiser des séances de formation intensives, des séminaires de formation pour pour suppléer, si vous voulez, à ce manque-là, à ce manque de professeurs, à ce manque de compétences. Mais le problème ne se pose pas en termes de quantité. Par exemple, on a perdu des enseignants, il nous manque par exemple une centaine, etc. Mais ça se pose aussi du point de vue qualitatif, oui. Par rapport à la qualité de l'enseignement. Oui. Il faudrait vraiment, si on a un cadre, on a un plan d'aménagement linguistique, etc. Mais si, du point de vue structurel, il n'y a pas les mesures qui accompagnent tout ça, on sera voué à l'échec. En ce qui me concerne, bon, je vis hors d'Haïti depuis un certain temps. Et bon, je me suis établi depuis quelque temps aux États-Unis. Plus de 30 ans? Oui, plus de 30 ans. Aux États-Unis, je suis établi depuis une bonne vingtaine d'années. Le reste, bon, je l'ai fait, que ce soit en France ou à l'île Maurice, etc., etc. Mais je serais tout à fait décidé à rentrer chez moi, pas d'une manière permanente, parce que bon, j'ai quelques obligations encore aux États-Unis.
Mais quand le moment se présente, je me vois très bien rentrer dans mon pays et travailler avec l'État haïtien pour donner la possibilité à nos élèves, à nos étudiants de bien comprendre le problème et de leur assurer une formation, pas une formation au rabais, mais une formation solide. Je pense que ceci est extrêmement important. Je suis né en Haïti et j'ai des devoirs envers mon pays. Pour l'instant, si l'on fait appel à moi pour des séminaires, dans la mesure où cela ne me prendra pas plus d'un semestre, je suis tout à fait décidé à le faire. Je vous remercie au nom de tous ceux-là qui vont bénéficier de vos lumières parce que vous venez vous joindre à tous ceux-là qui, comme vous, veulent remettre à Haïti ce que Haïti leur a donné. Parce que je pense que nous sommes des privilégiés grâce à Haïti. Haïti nous a donné nos parents qui nous ont encadrés comme jamais les parents n'ont encadré leurs enfants. Parce que chez l'Haïtien, l'éducation de l'enfant n'est pas négociable. On fait tous les sacrifices pour que l'enfant ait une éducation certaine. Et je répète, et je ne suis pas la seule, que ce qui est nécessaire et essentiel maintenant à Haïti, ce n'est pas l'argent. C'est justement ce que vous proposez là et qui n'a pas de prix. C'est de venir assister, de venir aider, d'apporter un petit peu de ce que vous avez amassé ailleurs comme expérience, en plus de la compétence et du savoir. Et là, les enfants du dehors vont pouvoir se joindre aux enfants d'un dedans. Et voilà, la famille va se retrouver réunie une fois de plus. Absolument. Mais là, vous êtes revenu après plus de 30 ans, Monsieur Saint-Fort. Enfin, ce n'est pas le cas pour moi. Comment est-ce que vous vous êtes senti en vous retrouvant en Haïti, à Port-au-Prince? Bon, je suis rentré hier soir, oui. Enfin hier après-midi, et j'ai compris, je me suis rendu compte à quel point Haïti m'a manqué pendant toutes ces années. Je suis vraiment dépaysé en quelque sorte, parce que je n'avais pas revu le pays depuis une bonne trentaine d'années. Et je pense qu'il me faut rester plus longtemps, de façon à pouvoir me ressourcer, reprendre pied dans le pays, parce que je suis vraiment comme un étranger maintenant ici. Je ne reconnais pas le pays que j'ai quitté. Et il me semble que je commençais vraiment à oublier, entre guillemets, la culture haïtienne. Depuis 24 heures que je suis ici, je reprends pied et j'espère que je pourrai m'adapter, bien que je reparte vendredi. Mais j'espère pouvoir revenir très bientôt. Donc là, le contact sur le plan émotionnel a été très fort. Très très fort. Hein, très très fort. Ça a été dévastateur. Dévastateur. Et vraiment. Troublant. Hein? Oui. Et pour Darline qui revient de temps en temps, comment ça se passe? Enfin, de temps en temps, depuis... Moi, j'ai quitté le pays en 2001, donc contrairement à Hugues, j'y suis retournée, c'était l'année dernière, en juin, donc après le tremblement de terre. Et là, pour moi aussi, ça a été un choc, comme tous les Haïtiens. C'est vrai que j'avais eu ma part de choc, ma part d'émotion tout de suite après l'événement. Mais quand je suis rentrée, ça a été aussi un autre choc. Parce qu'il y avait les émotions liées au retour. Ça me fait penser au titre du livre de Daniela Ferrière, L'énigme du retour. Oui. Donc ce retour-là, je l'ai vécu de façon vraiment spéciale. Vraiment spéciale. Je suis toujours proche de mon pays, ne serait-ce que par la musique, par la littérature. Je m'informe, je suis en contact avec des amis ici. Mais là, c'était autre chose. Parce que je me suis réapproprié de l'espace. Oui. Et c'est un espace, justement, complètement défiguré. C'est plus la même configuration.
Par exemple, j'ai arpenté les rues du centre-ville. J'avais des repères, j'avais des magasins, j'avais des enseignes on ne peut plus s'orienter. Voilà, il y avait des bruits particuliers. Donc, il y avait une ambiance particulière. Donc là, c'est une déconstruction totale. Donc, du coup, j'ai eu du mal dans un premier temps, évidemment. Mais sur le plan humain, au niveau des relations, sur le plan humain, comment vous avez trouvé les gens? Très abattus, ce qui est évident. Mais il y a un plus. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui n'est pas éteinte, malgré tout. Et ça se voit chez les gens, ne serait-ce que par une parole, par une plaisanterie, une blague. Je ne sais pas, des fois je me dis... Ça véhicule une énergie voilà, positive. il y a toujours une énergie. Il y a toujours une énergie. Je me dis, mais c'est pas possible. Ce peuple, il est inconscient. Mais justement, c'est peut-être ça qui fait notre charme. Ça veut dire que malgré tout, notre force, malgré tout, parce qu'on a eu cette catastrophe, certes, mais avec tout ce qu'on a vécu dans notre histoire, etc., on arrive à tenir debout, on arrive à produire. On arrive à produire. On n'a jamais eu autant de prix littéraires. Voilà, Absolument. voilà, Absolument. exactement. Il y a tout ça. Et puis, ça se voit aussi dans... Certes, il y a les artistes qui sont beaucoup, qui sont d'une sensibilité, qui peuvent rendre ce qu'ils ressentent, etc., leurs émotions, qui peuvent décrire leur environnement. Mais quand vous abordez les gens, on voit aussi cette dimension artistique. Ça me fait penser à André Malraux qui dit que le peuple haïtien, c'est un peuple d'artistes. Et là, franchement, je le vois et je le sens. Des fois, je me dis, je sais que quelque part, je suis artiste aussi parce que je suis haïtienne. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il faut garder cette flamme allumée. Et ça fait pourquoi partie... des gens comme vous reviennent? Justement, c'est pour alimenter la flamme. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai une amie française qui est rentrée, qui était venue et faire une formation ici et en Haïti. Et là, dès son retour à Paris, elle m'a appelée, elle m'a dit, tu sais, je suis tombée amoureuse de ton pays. Je lui ai dit, ah bon, raconte-moi ça. Elle m'a dit, oui, mais il y a quelque chose, je ne peux pas te décrire ce que c'est. Malgré tout ce qu'on voit, il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Et des fois, ce sont les gens aussi. Parce que Haïti, c'est pas surtout les gens. Haïti, c'est pas les constructions. Non. Ce sont les gens. Voilà, ce sont les gens. Ce sont les gens. On s'y attache. Voilà. Et le fait d'avoir des gens, des étrangers qui arrivent à voir ce qu'on est vraiment, ça c'est... Ça nous permet, moi en tout cas, ça me permet de tenir. Mieux respirer. Voilà, ça me permet de mieux respirer parce que quand on voit les images à la télévision, les bidonvilles, etc., moi, à chaque fois, je leur dis, Haïti, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Apprenez à connaître ce pays. Vous savez, moi, mon retour, depuis 24 heures que je suis ici, mon retour a été assez douloureux, en quelque sorte, parce que je me suis vraiment rendu compte que je ne connais pratiquement personne ici. J'ai eu la chance de découvrir un neveu et une nièce. Et ils sont avec moi vraiment chaque heure. Et parce que tout ce que j'ai finalement, je l'ai bâti, je l'ai acquis, je l'ai construit à l'étranger. Que ce soit en France quand j'y vivais ou bien maintenant aux États-Unis où je vis. Donc tout et tout, je l'ai fait à l'étranger. Bon, j'ai quitté Haïti au tout début de mes 20 ans. Donc, ce qui fait que l'expérience que j'ai acquise en tant qu'adulte, ça a été à l'étranger. Donc, maintenant que je découvre Haïti depuis plus de 24 heures, je me rends compte à quel point cette angoisse qui m'a étreint pendant longtemps à l'étranger, cela provient du fait que mon pays me manquait. Donc, malheureusement, je dois rentrer, mais je compte certainement revenir. Cette chaleur humaine. Oui, oui. C'est une chose merveilleuse que de vous entendre parler. Parce qu'on se dit que Haïti, c'est le pays de toutes les douleurs. Et en même temps, voilà que le pays de toutes les joies. La larme à l'œil.
en même temps, vous me parlez d'amour et de lien et de besoin d'être là, de besoin de revenir vers ce pays. Et c'est à quoi, comme disent les troubadours haïtiens, et maman couchait le malade, donc nous tournons, nous venons chanter pour lui. Absolument. Donc là, je ne sais pas si l'un de vous ou tous les deux, vous allez donner vraiment ce qui est tout au fond et que vous n'avez pas encore dit, qui serait un message pour tous ces jeunes qui vous écoutent, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent cette émission, et pour eux, vous êtes des modèles, parce que vous représentez cette face de lumière d'Haïti. Et cette face qui dit qu'Haïti est encore debout, verticale, et que nous avons gagné la bataille. Alors, dites-moi. En ce qui me concerne, je suis prêt à assumer cette bataille. Hein, je suis prêt à vivre avec Haïti. Nous avons une nouvelle administration. J'espère que ça va redémarrer. Et dans la mesure de mes possibilités, je suis prêt à aider pour rebâtir le pays. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable pour moi en tout cas. Pour moi en tout cas, redonner à Haïti ce que j'ai pris d'elle quand je vivais là-bas. Mais moi, je dirais aux jeunes qui nous écoutent de s'accrocher surtout à leurs rêves, à leur idéal. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on est dans un petit confort, quand on vit dans un petit confort, ça peut... J'aime pas trop donner de conseils, mais s'il y a un conseil que je peux donner, c'est de s'accrocher à un idéal, de s'accrocher à son rêve, de s'accrocher à une passion, à ce qu'on aime faire. Parce que si on a un idéal, si on a un rêve, si on a une passion, ça constitue une sorte de point de refuge, si vous voulez. On peut se réfugier dans son idéal, dans son rêve, dans sa passion, quel que soit son environnement. Oui, et c'est ce qui va sauver Haïti, voilà, justement. Voilà. Et c'est ce qui va sauver Haïti et c'est ce qui permettra, à mon sens, à chacun de se surpasser. Voilà. Je vous remercie d'avoir fait le voyage avec nous à travers Quisqueya, l'île mystérieuse. Et maintenant, vous faites partie de nos mystères. Et je vais rappeler à mes téléspectateurs le nom du livre, du livre collectif, L'aménagement linguistique en Haïti, enjeux, défis et propositions, par Robert Berrouet-Auriol, qui est actuellement au Canada, Darline Côtière, qui est avec moi, intelligente, jeune, jolie. Non, nous avons dit tantôt que c'était quoi? Un danger. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ça ne marche pas à tous les coups, attention. Oui, hein? Robert Fournier, qui n'est pas au pays non plus, et Hugues Saint-Fort, qui a une âme merveilleuse. Merci. Je vous remercie infiniment et je vous renvoie avec respect.